Bon, on a entendu beaucoup de choses, hein, beaucoup de dispositifs, beaucoup de complexité, beaucoup de mise en lien avec les partenaires, beaucoup d'accueil, voilà, beaucoup d'engagement de tous ces professionnels et pour ces enfants et ce lien avec les parents, hein, toujours ce couple parent-enfant là avec souvent ce courage des parents pour s'accrocher à leur situation, pour leur enfant. J'ai noté ça, c'est vrai que souvent chez les migrants on voit ça, hein, comparé à souvent aux familles que l'on côtoie, qui sont davantage insérées, il y a des contrastes culturels saisissants. Des questions? Oui, en haut, tout en haut. Moi c'est Roman, je suis interne en santé publique. J'ai une question pour nos intervenantes sur la PMI. C'est une question un peu intéressée parce que ma conjointe est sage-femme. Et vous parliez du lien qui se fait entre le moment de l'accouchement et après le suivi lors des premiers jours. Et je me posais la question, est-ce que ça s'est déjà fait, est-ce que ça existe des postes en fait à mi-temps PMI et maternité avec des sages-femmes qui travaillent dans les deux structures Alors ça s'est jamais fait en Gironde. Après, aujourd'hui, dans le contexte des soins aujourd'hui, on a, alors pour l'instant, c'est même pas un scoop, hein, c'est vraiment des idées que l'on a, alors pas forcément de mi-temps, hein, mais des actions qui soient plus en lien avec les maternités. Je parlais de l'entretien prénatal précoce. Certaines maternités, vu les contraintes RH en salle d'accouchement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on manque de sages-femmes dans les salles de naissance. Donc on supprime quoi? On supprime l'entretien prénatal précoce, donc qui est vraiment pourtant qui a été décrit par les 1000 jours et avant les 1000 jours le plan Périnate 2007 comme vraiment une porte d'entrée qui part des besoins des parents, qui permet justement de voir avec eux ce qui fait vulnérabilité. Donc on supprime ces postes, enfin on suspend ces postes d'entretien prénatal précoce. Certaines maternités ont suspendu la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc dans certains endroits, on réfléchit vraiment à des propositions de travailler ensemble pour que, par exemple, des sages-femmes de PMI puissent aller au sein des maternités faire de l'entretien prénatal précoce ou de la préparation à la naissance et à la parentalité avec les professionnels des maternités. Alors, je vous dis ça, alors on n'en a pas encore parlé, hein, mais ça se pratique sur les liaisons néonatales, en postnatal, où les puéricultrices de PMI qui interviennent au sein des services de néonatologie font, par exemple, des réunions de sortie auprès des parents avant la sortie des bébés, de façon à pouvoir déjà informer les parents de l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier, de les rassurer avant de sortir. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait du possible dans ces collaborations. Alors après, en termes de RH, mi-temps, c'est un peu compliqué, c'est à construire, mais en tout cas, je pense qu'il faut aller vers ce type de collaboration. À Paris, par exemple, les sages-femmes de PMI, elles font des consultations pour les publics les plus en situation de vulnérabilité, voire de précarité, au sein des maternités. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, merci. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai l'impression que vous avez beaucoup insisté sur l'important de travailler en pluridisciplinarité, en transversalité. Comment vous arrivez à faire le juste milieu entre la nécessité du secret professionnel et notamment le secret médical et cette nécessité de travailler en collaboration avec tous les acteurs? Alors le travail en pluridisciplinarité n'empêche pas le secret professionnel et le secret médical. On partage des informations qui sont utiles à la prise en charge des familles en pluridisciplinarité. Donc
Alors, si je parle de la PMI, voilà, on travaille en équipe de PMI, en pluridisciplinarité, mais on peut être amené aussi à travailler avec des professionnels libéraux, des professionnels hospitaliers, mais aussi avec le service social de la MDS. Et durant ces instances de concertation, en fait, on ne partage que les informations qui sont utiles à la prise en charge de l'enfant ou à la prise en charge globale de la famille. Donc voilà, c'est vrai qu'on réfléchit aussi souvent en amont en équipe de PMI sur les informations qui vont être utiles à transmettre ou à utiliser, et sachant que ces réunions de concertation, elles ne peuvent avoir lieu aussi que si les familles sont informées qu'on va parler de leur situation avec nos partenaires. Ça aussi, c'est important. Pour compléter, moi j'ai envie de dire que souvent on construit même avec les futurs parents, c'est-à-dire que on prépare la réunion de concertation pluridisciplinaire et on aborde avec eux ce qui va être parlé, abordé en toute transparence. Et puis c'est la confiance qui se crée entre les services. Je veux dire, si la PAS nous contacte pour nous dire il y a une situation médicale voilà, très préoccupante, enfin, nous, on ne va pas chercher à savoir exactement la pathologie. On a confiance, on sait que là, voilà, il faut qu'on arrive à s'organiser pour pouvoir héberger ses parents et cet enfant. Et effectivement, l'intérêt aussi des instances pluridisciplinaires vont faire qu'on va se connaître mieux. On va aussi développer de la confiance entre professionnels. Et avoir effectivement une meilleure connaissance des limites des uns et des autres, des contraintes des uns et des autres. Et même si on a des champs de référence différents, on va apprendre à penser ensemble, à travailler ensemble. Donc c'est vrai que ça va nous toujours en ayant conscience de cette éthique, du cas déontologique et de ce qui est utile et de respecter effectivement la parole des parents. Hein. Mais je crois que ça aussi, le fait de ces instances, ça va nous donner quand même une culture de travail commun et de travail en coordination qui va dans le sens d'une éthique de travail pluridisciplinaire. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai depuis ces dernières années. On travaille beaucoup comme ça. Tout à fait. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre à la place des familles. On a quand même pas mal de situations où les familles ont un projet de migration en raison d'un problème de santé de leur enfant. Donc effectivement, voilà, je veux dire, eux, ça leur pose pas vraiment de soucis. Même ils vont facilement montrer des comptes rendus médicaux, etc. Parce que pour eux, ils sont là pour que leur enfant accède aux soins et ils mettront tout moyen. Et quelque part, cette préoccupation du secret, c'est un peu plus la nôtre que la leur. C'était juste pour dire que c'était pas du tout une critique, c'est que c'est des questions qu'on se pose aussi au SAMU social de Paris, avec toute cette question éthique de savoir qu'est-ce qui peut se dire ou pas avec des professionnels qui sont pas forcément tous d'accord entre eux. Et du coup, c'était pour cette raison que je vous posais cette question pour avoir votre avis. Rapidement. Bon. Oui, non. Ah oui. Non, je voulais juste compléter par rapport à ce que vous venez de dire. On peut ne pas être d'accord, mais justement, ces instances de réflexion entre plusieurs partenaires d'institutions différentes, ça permet aussi de voir un peu la diversité des points de vue pour après proposer une prise en charge globale et le plus ajustée possible, en tout cas aux familles. Marie-Thérèse Salmi, juste pour rebondir sur cette question éternelle du secret professionnel, ça pose aussi le problème de la légitimité. Quand on travaille en concertation pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire, ça pose aussi le problème de la légitimité de la parole de chacun et la place de chacun. Et effectivement, plus on fait de réunions pluridisciplinaires, plus on réalise que le secret professionnel, il est là pour chacun et qu'on est simplement là pour l'intérêt de l'enfant ou l'intérêt de la personne qu'on prend en soin. Bonjour et merci pour vos interventions et cette journée. J'ai une question par rapport à la ruralité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des inégalités sociales de santé, mais il y a aussi les inégalités territoriales qu'on a un peu abordées dans l'introduction, mais qui vont me poser question à l'avenir avec ces maternités fermées, le rôle des sages-femmes qui est beaucoup questionné, le rôle de la PMI aussi. Donc quel est l'entrelacement entre ruralité et précarité? Dans quelle mesure ça peut affecter les enfants spécifiquement? Et quels seraient les rôles futurs des PAS, des EMR aussi, les équipes mobiles ressources? Voilà, tout ça dans ce contexte de ruralité aujourd'hui à l'avenir.
Oui, c'est très bien que vous posiez cette question parce qu'on a, pour la table ronde, cherché, en fait, dans nos réseaux de relations là, du comité d'organisation, désespérément un intervenant du milieu rural. Et on n'a pas trouvé, mais si vous travaillez dans des environnements, non, pas du tout, non. Bon, ça aurait été intéressant d'avoir votre témoignage. Mais oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la PMI de façon générale, mais le principe de la PMI, c'est que c'est le département. Hein, donc la PMI, elle est présente sur l'ensemble du département. Il n'empêche que sur certains territoires, même s'il y a des MDS qui sont répartis de façon assez équilibrée, la question de la mobilité, elle est vraiment essentielle. Alors la visite à domicile, dont on a parlé un petit peu, c'est vraiment une réponse. Hein, l'aller vers est fondamental. On a des antennes au-delà des MDS pour essayer d'être au plus près des personnes, avec des consultations délocalisées. Et là, en Gironde, on a un projet de bus également, donc dans nos démarches d'aller vers, de bus qui va permettre d'aller effectivement au plus près, là encore, hein, en essayant de voir en fonction des besoins. Donc là, pour l'instant, il y a deux bus qui sont prévus en fin 2023 sur la Haute-Gironde et sur le Médoc, mais avec l'espérance d'un déploiement sur l'ensemble du territoire rural. Donc effectivement, c'est une... Alors, ça sera un bus pas uniquement PMI, hein, il y aura d'autres, santé sexuelle, dépistage, c'est en construction, donc voilà, on vous informera en temps prochain. Mais en tout cas, on a vraiment et aussi des travailleurs sociaux qui pourront aller aussi au plus près des familles. Mais en effet, c'est une vraie question. Et c'est vrai que là encore, hein, la question de la pluridisciplinarité, elle est importante. C'est vrai qu'on fait souvent des focus sur Bordeaux parce qu'il y a beaucoup de partenaires. Sur le rural, il y en a moins, mais ils se connaissent bien. Donc la solidarité, là encore, entre partenaires, elle est essentielle. On a parlé du collectif, on a parlé de plein de choses en PMI, mais ça se fait aussi sur le rural, évidemment. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi d'autres choses qui se développent. C'est à destination des adultes, mais les Lialt Soins Santé mobiles sur le secteur de Libourne, qui balaye effectivement aussi la campagne. Et il y a un projet de déploiement en cours aussi sur le territoire de Langon. Donc il y a des choses qui commencent à s'amorcer. Oui, je voulais compléter ce que venait de dire Martine. C'est vrai qu'on adapte aussi notre activité de PMI en fonction des territoires. Donc, en milieu rural, on essaye de faire davantage de visites à domicile parce qu'effectivement, il y a des problèmes de mobilité des familles sur certains territoires. On permet aussi quand même de développer des actions collectives sur les territoires, notamment sur le sud Gironde. Je sais qu'il y a une action collective autour du jeu. Ça permet de jouer avec, les parents peuvent jouer avec leurs enfants, accompagnés par un psychologue, une puéricultrice, pour contrer un peu ces difficultés de mobilité, et parce que aussi les médecins de PMI ne font pas de visite à domicile en principe, mais pour permettre aux familles quand même de pouvoir bénéficier des consultations médicales de PMI. S'il y a des difficultés de mobilité, on peut mettre en place aussi des accompagnements, alors notamment par des TISF, qui peuvent intervenir régulièrement au domicile des familles. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé des TISF, des techniciennes d'intervention sociale et familiale, mais ce sont des intervenantes extrêmement précieuses pour les familles et puis pour les professionnels. Et donc, elles peuvent accompagner vers la consultation les familles, vers les actions collectives ou vers les lieux d'accueil parents-enfants aussi qui existent sur les territoires. Donc ça, c'est aussi des ressources importantes. Et les passes maternité, c'est pas que sur le CHU, hein, il y a des passes maternité aussi sur les centres hospitaliers périphériques, hein, comme Libourne, même la clinique de l'Espar, il y a du temps de passe sur ces maternités. Alors, quelle était la rumeur qui a enflé là? On est curieux, on n'a pas... Est-ce qu'on peut partager le thème de ce sujet d'intérêt? Il n'y avait pas un thème dominant, c'était une récréation. Alors peut-être une question, on a écouté le PASS, la PMI, le SAMU social qui sont des dispositifs spécialisés, c'est-à-dire orientés vers des populations en situation de précarité, et quid du lien avec le droit commun, avec les médecins généralistes, avec les pédiatres, avec
Voilà, non, je voulais rebondir parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez... pas vous, Monsieur Gouas, mais Monsieur Lagabriel. La PMI, c'est un dispositif de droit commun, ouvert à tous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une attention particulière pour les publics les plus vulnérables, comme on a essayé de le dire tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment un dispositif ouvert à tous. Et je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête et de le garder. Comment ? Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une attention particulière pour les publics les plus vulnérables, mais moi je me souviens quand je travaillais dans le sud Gironde, à Langon, dans la salle d'attente, il y avait la maman propriétaire du château, il y avait les ouvriers agricoles, etc. Enfin bon, il y avait vraiment une mixité sociale dans la salle d'attente. Toutes les familles peuvent accéder au dispositif de PMI si elles le souhaitent. Mais c'est important justement de ne pas cibler que les populations en situation de vulnérabilité à la PMI. C'est vraiment un gage aussi d'ouverture et de réussite de ce dispositif. C'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a relié aussi tout à l'heure à la question d'un moment de la vie qui peut faire vulnérabilité. Si je prends les centres de santé sexuelle, c'est vrai qu'ils sont ouverts à tous là encore, mais vraiment plus à destination des jeunes ou des personnes qui sont dans des périodes particulières de leur vie. Mais un jeune de 15 ans, s'il veut prendre une première contraception, il va pas forcément avoir envie d'en parler à ses parents. Donc on va être là vraiment pour lui permettre de faire cette demande, d'avoir de la consultation, d'avoir effectivement une réponse à un moment donné, mais très très vite, il ira vers le droit commun, par exemple. Vraiment, c'est vraiment le cap à franchir. Une grossesse, c'est pareil. Hein, des parents qui rentrent à la maison avec leur bébé. Alors, il y a des sages-femmes libérales dans le système de soins, les sorties de maternité sont organisées plutôt vers les sages-femmes libérales, mais qui peuvent répondre de moins en moins. Et là, la PMI, on a cette particularité, ce luxe, j'allais dire, de pouvoir aussi avoir du temps auprès des parents. Donc c'est vrai que passer un petit peu de temps avec des parents, 1 heure, comme vous disiez, hein, c'est vrai, mais n'importe quel parent qui est face à son bébé qu'il est en train de découvrir, ce bébé qui pleure, qui pleure parfois, auquel il ne sait pas forcément toujours répondre, donner du temps sur cette période de vulnérabilité, c'est important. Et après, ils n'auront plus besoin de nous, quoi. La plupart du temps, c'est des interventions qui sont relativement courtes pour ces familles-là. Oui, vous posiez la question de nos liens avec les médecins traitants. C'est vrai nous, on fait un accompagnement sur des consultations de prévention, des consultations qui sont en général prévues sur rendez-vous, même s'il y a des exceptions. Mais on est vraiment en lien avec les médecins traitants quand il y a un problème de santé, un problème au niveau du dépistage de quelque maladie que ce soit. Donc, on est quand même en lien et on dit aux parents que on est en plus du suivi médical libéral, puisqu'on n'est pas disponible tous les jours non plus sur les MDS. On intervient sur plusieurs secteurs en général. Donc on est vraiment en complémentarité avec le médecin traitant et on a régulièrement au téléphone d'ailleurs des médecins traitants pour faire le lien sur telle ou telle problématique de santé de l'enfant. Et les sages-femmes, c'est pareil, en anténatale, même si elles accompagnent les femmes enceintes, elles sont en lien bien sûr avec les maternités ou les sages-femmes libérales aussi. Avec les maternités, c'est vrai que ça, en santé publique, c'est une question qu'il faudrait se poser parce que souvent, le médecin traitant, c'est l'oublié de la grossesse. C'est une parenthèse dans sa vie au médecin traitant. Il fait souvent la déclaration de grossesse, il va orienter vers les maternités ou vers les sages-femmes libérales. Et finalement, on l'oublie un petit peu quand même, et c'est fort dommage. Mais après, c'est vrai qu'on a un lien très privilégié avec les maternités. Et notamment, il y a 11 maternités en Gironde, 11 de staff médico-psychosociaux au sein des maternités auxquels les professionnels de PMI participent et auxquels des professionnels libéraux peuvent aussi participer en fonction des situations. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ah oui, 2 questions. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais juste poser une question par rapport à la PMI. Vous avez été coupé par rapport aux différentes adresses que vous donniez, donc j'étais intéressée
Alors, j'ai eu le temps de noter pour le APMI à Bordeaux, mais voilà, que propose la Maison des Familles, rue Kléber, et puis la troisième adresse, je n'ai pas eu le temps d'entendre et de la Avec noter. le Merci. numéro des rues, même. Il y a Cour Alsace-Lorraine important, et il y a rue c'est Kléber. Mais ça, important. ça n'était pas sur votre diapo. Il y a le 76 pour Alsace-Lorraine et le 107 rue Kléber. En fait, c'est une association qui est un lieu d'accueil des familles, donc qui va permettre à des familles, donc qui va proposer des activités à des familles, des moments de répit aussi, où peuvent venir se rencontrer, qui va organiser des sorties culturelles ou pas, et qui va recevoir d'autres associations, par exemple autour de prêts, d'échanges de vêtements pour les petits, les enfants. Il y a cette action collective qui est organisée, c'est une convention tripartite entre la Maison des Familles, la PMI et la consultation transculturelle, vous en avez parlé tout à l'heure, de Claire Mestre, c'est vrai qu'elle est souvent reliée à Claire Mestre, qui va permettre de faire ça s'appelle causerie autour de la naissance, où effectivement des femmes enceintes adressées par les sages-femmes de PMI, des sages-femmes libérales, des professionnels qui connaissent ce dispositif, vont se rencontrer 2 fois par mois en général, pour parler de la naissance ici et là-bas, parce que c'est vrai que souvent ce sont 2 réalités qui se confrontent et qui sont complexes pour les futures mères, surtout qu'elles sont souvent isolées et notamment quand elles viennent de pays où la naissance est vraiment encore quelque chose d'extrêmement culturel, de partagé, d'une affaire de femme, je le mets entre guillemets, où il y a beaucoup de transmission autour des objets culturels, autour de choses qui sont importantes pour elles et qui se retrouvent très très démunies ici. Donc c'est le fait d'avoir effectivement un professionnel de PMI qui va parler, qui va répondre à des questions précises de comment ça se passe ici, avec effectivement la consultation transculturelle, la psychologue qui va faire le lien entre les 2 cultures. Et bien sûr, il y a des interprètes en langue arabe et en langue anglaise. Voilà. Et la Maison des Familles va... du coup, ça permet aussi aux familles de découvrir ce lieu. Il y a des jours à la Maison des Familles où les familles peuvent venir cuisiner aussi et partager un repas. Voilà. Donc c'est la possibilité pour des familles de se rencontrer, de se reposer. Quelquefois, on vient juste s'asseoir et se reposer. Voilà. Dernière question. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez un lieu avec des interprètes en langue des signes gratuits? Parce que je travaille en crèche, je suis psychologue. Et une famille de 2 parents malentendants ont une enfant entendante. Et on a du mal à trouver un lieu gratuit avec interprète en langue des signes. Est-ce que vous auriez ça? Il y a l'association, parce que nous on travaille, là j'ai un creux, mais il y a une association où on fait intervenir des interprètes langue des signes. Donc, nous on a une sage-femme de PMI qui a envie de se former et on va aller dans ce sens. Mais il y a une association, ouais. Donc on vous les transmettra. Là, moi je ne me sais plus le nom. Oui. Oui, allez-y. Non, allez-y, vous avez le micro. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous utilisez des outils informatiques entre les partenaires pour communiquer, ou même avec vos patients, informatiques Oui, il y a le... Alors c'est vrai que les hôpitaux ont leurs propres outils, les travailleurs sociaux ont les leurs, la PMI a la sienne. Donc il n'y a pas vraiment de communication intégrée. C'est le problème de la double saisie. On peut saisir partout, mais il faut faire 2 fois le travail. Donc non, il n'y a pas... C'est les mails qui font les liens ou les réunions de coordination pluriprofessionnelle. Oui. Il n'y a pas qu'au globule, donc si tu veux en parler, Dorothée, tu es plus forte que moi, tu t'entraîneras. Après, avec les patientes, quand il n'y a pas la barrière de la langue, le SMS, ça marche très bien quand même. Oui, il y avait le logiciel Globule, effectivement, qui était développé pour favoriser ce lien entre les partenaires. Mais certains l'utilisent, mais c'est pas généralisé aujourd'hui.
il y a une unité de prise en charge des patients sourds à l'hôpital, et je pense que via son secrétariat, vous avez accès à l'ensemble des associations qui peuvent aider à identifier des interprètes en langue des signes. Et d'ailleurs dans plusieurs langues, puisque la langue des signes n'est pas universelle, mais elle existe en français, enfin dans les différentes langues. Donc je crois qu'ils ont une bonne cartographie de l'ensemble, au moins dans la région ici, autour de Bordeaux. Écoutez, je vous propose de conclure cette table ronde et de laisser à Geneviève Chêne la conclusion de cette journée pour faire un peu synthèse. Et je remercie tous ceux qui ont posé des questions et toutes celles qui ont posé des questions et nos intervenants, bien évidemment. Donc,